Mais en effet, il y a pas mal d'hypothèses. Hein. La même chose dans le calcul d'énergie. Je pense que dans la PEB, il y a également une grande différence entre les données réelles de consommation et les simulations. Et on a un peu la même chose aussi en matière de LCA. Il y a toute une série d'hypothèses. Pour moi, le plus important, c'est de rester transparent sur les hypothèses que l'on a choisies pour éventuellement pouvoir les modifier. Par exemple, dans le cas de projets scientifiques, nous, on peut modifier certains paramètres pour voir quelle est leur influence. Donc, je suis bien d'accord, il y a tout un certain nombre d'hypothèses, de paramètres, et il faut faire très attention des conclusions que l'on tire. Mais je pense qu'une analyse totem permet déjà d'avoir une idée, surtout d'être conscient que parfois, isoler beaucoup plus n'est peut-être pas la stratégie à suivre, dans le sens où il y a peut-être d'autres stratégies qui permettent davantage de réduire l'impact environnemental que de, par exemple, augmenter énormément les couches d'isolant, et donc la diminution de la consommation d'énergie est plutôt minime en fait. Si par exemple, donc on voit par exemple en effet que entre du basse énergie et du passif, on continue à avoir une diminution. Par contre, si on continuait au-delà du passif, mais qui sont des épaisseurs d'isolant qu'on n'applique pas, hein, ben alors en effet ça remonte, dans le sens où on n'a plus de diminution. Les diminutions sont tellement infimes que la quantité de matériaux qu'on doit rajouter n'est pas intéressante en fait. Je pense que l'écueil, ce serait d'utiliser Totem uniquement pour choisir des matériaux. Alors que sans doute que le choix du matériau, c'est un peu le choix ultime que l'on pose dans sa conception de bâtiment. Il y a d'abord des premiers choix stratégiques qui se posent quand on est face à un bâtiment. Est-ce qu'on maintient ce bâtiment? Est-ce qu'on fait une rénovation légère sur ce bâtiment? Est-ce qu'on fait une rénovation lourde? Déjà, ces choix-là, en fait, ils sont déterminants sur l'impact final du projet. Ensuite, une fois qu'on a posé ce choix-là, il y a des choix structurels qu'on va poser sur ce bâtiment. Est-ce que je construis un mur en ossature, enfin une structure plutôt une ossature ou plutôt une construction massive? Ça, ce sont encore des choix qui se posent très très tôt dans le processus de conception et qu'on peut en fait challenger dans Totem au niveau des impacts environnementaux. Et puis on peut comme ça progressivement avancer. On peut challenger des systèmes aussi qu'on utilise, des systèmes techniques. Et ensuite, in fine, on peut vraiment, par affinage comme ça, arriver jusqu'à évaluer voilà, quels sont mes impacts environnementaux les plus conséquents dans mon bâtiment. Est-ce que ça a trait au plancher? Est-ce que ça a trait aux façades? Est-ce que ça a trait au châssis, par exemple? Et agir vraiment sur les plus gros postes. Et là, trouver justement quand on rentre dans chaque élément, quel est finalement le matériau qui a un impact le plus élevé. Et donc, finalement, agir sur ce matériau. Mais c'est vraiment le choix in fine, j'aurais envie de dire. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans la logique que Totem ne sert qu'à comparer les matériaux entre eux dans un projet. Il y a vraiment, je pense, une approche un peu hiérarchique à avoir par rapport à la réduction d'impact environnemental dans son bâtiment. Ce n'est pas juste un choix de matériaux, c'est aussi c'est un choix de ressources en fait. Et une comparaison que je fais souvent, c'est avec le coût économique. Quand quelqu'un veut faire un bâtiment à très faible coût, en fait, on va se questionner à différentes étapes du projet. Et donc, typiquement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur est-ce que l'on maintient le bâtiment, est-ce qu'on fait une rénovation lourde, une rénovation légère, quel est le type de système constructif, quel système on va intégrer, et puis quels matériaux, quelle finition. Eh bien, finalement, quand on essaie de réduire le coût économique d'un bâtiment, en fait, on fait un peu la même démarche que l'on devrait faire, à mon sens, pour en réduire les impacts environnementaux. C'est pas je fais mon bâtiment mainstream comme je l'ai toujours fait et puis je vais me questionner sur l'impact environnemental de ma finition. Je pense qu'on loupe quelque part un potentiel de réduction important. Ça, c'est une bonne question. Mais là, je pense qu'il faut vraiment adopter des modes de design qu'on appelle donc du pace layering, donc de découpler les couches du bâtiment. Donc il faut que, si on parle de réemploi, donc il y a le réemploi des matériaux eux-mêmes, il y a le réemploi des espaces. Et donc idéalement, on veut créer des espaces, donc des structures, qui génèrent des espaces qui sont polyvalents. Donc ça, c'est aussi important. Donc, le genre d'espace,
Donc, on va prendre, si on crée des chambres dans un bâtiment résidentiel avec des murs portants ou des murs porteurs qui vont délimiter des chambres qui font, je sais pas moi, 3 mètres par 3 mètres, alors on aura beaucoup de mal par après à essayer de réadapter ou réaffecter ce genre de surface. Si on commence à faire des modules de almost 5 mètres par 5 mètres d'un point de vue structure, avec des structures qui sont juste en poutres-colonnes, on investit beaucoup dans la durabilité de ces matériaux-ci, et alors les matériaux de remplissage ou de partition sont des matériaux qui sont eux-mêmes durables, mais d'une manière très déconnectable, on va dire, de la structure primaire. Et donc, on veut changer, c'est une école, maintenant la configuration c'est ça, après c'est autre chose. On va déclipser, on va dire, ces cloisons. Il y aura certains déchets peut-être, mais on peut à terme résoudre ce genre de problème d'un point de vue sonorisation, insonorisation, etc. Mais on peut reconfigurer ces panneaux-ci. Il y a des idées dans le même genre maintenant pour des bâtiments de grande hauteur. Au lieu de faire des structures en béton à chaque étage, disons à 3,5 mètres, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils montent des colonnes assez significatives. Ils font un plancher en béton chaque 3 étages. Donc ils font boum, boum, boum. Et puis ils remplissent l'intérieur de ces sous-compartiments avec des structures en bois. Et ils se disent, ok, si maintenant c'est du logement, après c'est du bureau, après c'est je ne sais pas quoi, alors on peut reconfigurer. Et donc on peut réutiliser ceci pour changer la géométrie interne en réemploi de matériaux. Et la structure elle-même est très durable. Donc leur design affiché, c'est sur 300 ans. C'est ça qu'ils clament d'un point de vue design strategy. Donc, we build for 300 years. Et là, on voit un peu ce shift de comment on essaye d'intégrer les deux en même temps. Donc, moi, je dirais, il faut des matériaux très durables de toutes les façons, anyways. Mais il faut que ça soit réemployable. Donc, pour pouvoir avoir plusieurs cycles de vie de chaque matériau. Et donc au niveau du futur de Totem, c'est certain que c'est un domaine qui évolue fort et nous depuis longtemps on anticipe le fait que ça va devenir obligatoire parce qu'en fait c'est logique. Je pense que les personnes qui sont actives dans le milieu de la construction durable savent depuis longtemps que la PEB est beaucoup trop limitante au niveau de son évaluation et qu'on ne peut pas uniquement considérer l'impact énergétique du chauffage d'un bâtiment si on ne considère pas l'énergie, par exemple, pour produire ces matières. Ici, on élargit encore le cadre, puisque dans Totem, on n'est pas juste sur l'énergie, on est sur les impacts environnementaux, donc sur une évaluation holistique, on pourrait dire, des bâtiments. Et donc, depuis longtemps, nous, on avait anticipé le fait que ça allait devenir sans doute obligatoire, ça nous semblait évident, et par ailleurs, au niveau européen, on savait qu'il y avait beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, on va y aller progressivement. Donc, d'abord, c'est certain que nous, en tant qu'administration publique, on peut plus facilement mettre la pression quelque part, et je ne le dis pas de manière péjorative, mais on peut en tout cas utiliser les marchés publics pour implémenter ces pratiques qui sont plus durables, hein, puisqu'il y a quand même toute la volonté, en tout cas au niveau de la Wallonie, mais je pense aussi au niveau de la Flandre et de Bruxelles, d'avoir vraiment des marchés publics qui soient les plus exemplaires au niveau des ambitions climatiques, environnementales. Et donc c'est certain que le passage par les marchés publics pour nous est une opportunité. Pour autant, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui dans tous les marchés publics. C'est vrai que Totem est rentré dans l'outil gros, mais l'outil gros n'est pas obligatoire dans tous les marchés publics. On le propose aux maîtres d'ouvrage qui veulent avoir des pratiques plus durables et plus circulaires au niveau de leur projet. Donc ça, c'est une première étape. Par ailleurs, au niveau de la région wallonne, il y a le plan Air Climat Énergie dans lequel on a déjà inscrit l'obligation de faire l'évaluation Totem et de faire le rapportage au niveau du potentiel de réchauffement climatique à l'échéance de 2027, mais je pense qu'on va s'aligner du coup sur la future directive PEB, enfin celle qui sera adoptée le mois prochain. Et donc là, ce trajet réglementaire maintenant est tout à fait clair, puisque la première échéance, ce sera à partir de 2028 pour les bâtiments de plus de 1000 m². Alors ce n'est pas une utilisation de Totem obligatoire, c'est simplement faire un rapportage du bilan carbone du bâtiment, calculé suivant la méthodologie d'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire celle que nous utilisons dans Totem. Donc évidemment, nous avons la chance en Belgique d'avoir déjà l'outil qui permet de rencontrer cette obligation européenne, et donc c'est une opportunité que nous avons.
Et donc on est en train de se préparer à cela. Alors, un regret qu'on a peut-être par rapport à cette directive-là, c'est que, à notre estime, elle est trop limitante, c'est-à-dire que c'est uniquement le potentiel de réchauffement climatique, alors même que nous avons 19 indicateurs environnementaux. Donc, pour nous, c'est dommage de ne pas considérer d'autres impacts comme l'impact sur l'eau, l'impact sur les ressources, par exemple. Ça, c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est que il ne semble pas qu'il y ait de seuil qui soit envisagé. Alors même que nous, on est en train de faire, enfin, on a déjà fait des études de benchmark pour justement arriver à définir aussi des valeurs seuil, en tout cas des valeurs repères pour les utilisateurs. Parce que pour l'instant, on utilise Totem et on a un score qui sort, mais à part améliorer son bâtiment sur lui-même, on ne peut pas vraiment se situer par rapport à un parc de bâtiments et dire si mon bâtiment se situe plutôt dans la norme ou est plutôt performant. Donc là, on a une première étape qui vient d'être amorcée puisqu'on a terminé le benchmark sur la partie résidentielle. Et dans la version 3 régions du gros qui sera disponible à la fin de cette année-ci, on a intégré ces seuils. Donc voilà, ça c'est plutôt une chouette progression. Et dans la prochaine mise à jour de Totem, on voudrait afficher, en tout cas à titre indicatif, ces valeurs repères pour guider encore une fois les utilisateurs et les soutenir en tout cas dans le trajet de l'amélioration environnementale de leur bâtiment.